Bonjour, je suis Dr Sana Benamol. J'appartiens à la faculté de médecine de Sousse et on va voir ensemble comment dépister des troubles neurocognitifs en se basant sur un bilan neuropsychologique à minima. Ce module d'auto-apprentissage est destiné au PCM2, mais il peut être utile pour tout omnipraticien qui désire savoir comment conduire un bilan neuropsychologique à minima. Alors la première question qui se pose, pourquoi enseigner ou bien étudier le bilan neuropsychologique? Comme vous savez tous, les troubles neurocognitifs constituent un motif de consultation très fréquent en pratique quotidienne. Et la question qu'on est confronté, c'est « Docteur, est-ce que j'ai la maladie d'Alzheimer ?» Donc, tout omnipraticien doit savoir différencier les troubles bénignes entre des guillemets liés au vieillissement et les troubles neurocognitifs révélateurs d'une pathologie dégénérative, en l'occurrence la maladie d'Alzheimer. Donc, la première chose à retenir, devant tout patient qui consulte pour des troubles neurocognitifs, un bilan de débrouillage comportant au minimum 4 tests neuropsychologiques s'impose. Alors, quels sont ces tests-là? Il y a le MMSE, le Mini Mental State Examination, qui a pour objectif d'évaluer de façon globale le fonctionnement cognitif. Et puis par la suite, il y a l'épreuve des 5 mots, afin de dépister l'existence de troubles de la mémoire épisodique. On a le test de l'horloge, qui a pour but de chercher les troubles des capacités visuo-constructives. Et enfin, les ADL, afin de mettre en évidence s'il y a ou pas un retentissement sur les activités de la vie quotidienne. On va commencer par le MMSE, le Mini Mental State Examination. Quand vous voyez, ce test a été validé en langue arabe. Et une chose très importante à retenir, c'est que dès les débuts, on doit déterminer le niveau éducatif du patient. Pourquoi? Parce que quand vous voyez dans la rubrique l'aura, le langage, donc on a besoin de demander au patient de lire une phrase et aussi par la suite de produire une phrase en entière. Donc si le patient il est illettré, on risque de lui enlever des mots, des points, sans qu'il ne présente des troubles neurocognitifs. Donc comme je vous ai dit, c'est une échelle qui évalue de façon globale le fonctionnement cognitif. Elle est rapide, son administration ne dépasse pas 10 à 15 minutes. Elle comporte 30 questions, chaque question est cotée à 1 point. Donc le score maximum est de 30. 5 fonctions cognitives sont explorées par cette échelle, à savoir l'orientation temporospatiale, la mémoire, l'attention et le calcul mental, le langage et les praxies. C'est une échelle qui est utile pour le dépistage, mais aussi pour le suivi des déficits cognitifs. Je m'explique. Si on met un patient sous traitement, donc on a un patient dont on a confirmé le diagnostic de maladie d'Alzheimer, on va le mettre sous traitement. Après 6 mois sous traitement, si on veut évaluer la progression ou bien l'aggravation de la maladie, on peut se baser sur le MMSE. Alors, chose qui est très importante à retenir, c'est qu'un score bas n'est pas spécifique d'aucune pathologie. C'est-à-dire, si on est devant un patient qui est porteur d'un syndrome anxio-dépressif ou bien d'une affection organique cérébrale à la phase aiguë, cette échelle risque d'être inférieure à 30 sans que ça témoigne de l'existence de troubles neurocognitifs. Chez ces patients-là, il faut mettre un traitement adéquat. N'hésitez pas de répéter à distance, après 3 mois par exemple, d'un traitement antidépresseur ou bien à distance de cette affection organique, on doit refaire le MMSE pour vérifier l'existence de troubles neurocognitifs. Autre chose, comme on vient de dire, c'est le niveau instructif. Donc, on doit tenir compte du niveau instructif. Par contre, cette échelle présente 2 inconvénients. Alors, d'une part, une faible sensibilité. C'est surtout à la phase des débuts de la maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle Mild Cognitive Impairment, au stade MCI. Cette échelle risque d'être correcte, c'est-à-dire égale à 30, alors que le patient il présente des troubles neurocognitifs. Autre chose, c'est que cette échelle n'explore pas la totalité des sphères de la cognition. Alors, que faire au moindre doute? Si on a un doute sur le diagnostic de maladie d'Alzheimer, il ne faut pas hésiter de compléter par un bilan neuropsychologique plus approfondi et d'adresser le patient vers un spécialiste.
Alors, on va passer au deuxième test, c'est le test des 5 mots de Dubois. Comme le nom l'indique, donc, il se base sur 5 mots appartenant à des catégories sémantiques différentes, à savoir musée, limonade, sauterelle, passoire et camion. Cette échelle a été traduite en langue arabe, mais au lieu de contenir, donc au lieu de musée, il y a mosquée, et au lieu de passoire, il y a sahfa. Donc les 5 mots qui vont être utilisés par la version arabe validée, c'est jema, kamiona, limonada, jrada ou sahfa. Alors, quelles sont les étapes de la réalisation de ce test-là? En fait, la première étape, elle consiste à la lecture et l'encodage. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on peut faire cette étape-là. Puis par la suite, il y a l'étape d'apprentissage avec le rappel spontané et le rappel avec indice. On doit s'aider par une tâche interférente. On peut, par exemple, faire passer le test de l'horloge. Puis enfin, dernière étape, c'est l'étape de mémoire avec les 2 phases, rappel spontané et rappel avec indice. En fait, avant de détailler ces différentes étapes, c'est très important de rappeler quelques notions fondamentales. Les 3 étapes de la mémorisation des informations passent par 3 phases, à savoir l'encodage, le stockage, puis le rappel. Donc, une nouvelle information qui est apprise doit être enregistrée, puis elle va être stockée pour pouvoir la conserver à long terme. Une fois on a besoin de cette information, le cerveau doit aller la rechercher et par la suite la restituer. Alors, il faut savoir que chaque étape, elle est sous la responsabilité d'une structure anatomique différente. L'encodage, c'est le lobe frontal et pariétal. Le stockage, ce sont les structures hippocampiques qui ont sous leur responsabilité le stockage. Et la récupération, c'est plutôt le lobe frontal. Donc, si on a une atteinte hippocampique, l'anomalie va être visible au niveau du stockage. Si on a une atteinte exécutive de la mémoire, c'est-à-dire atteinte du lobe frontal et ou pariétal, donc 2 anomalies peuvent se voir test du 5 mots, à savoir une anomalie au niveau de l'encodage ou bien une anomalie au niveau de la récupération. Et on va voir comment on va mettre en évidence des anomalies, que ce soit de l'encodage, du stockage ou bien de la récupération. Alors, une autre chose qui est capitale, c'est la mémoire épisodique. Par définition, c'est un système qui reçoit et stocke à long terme les épisodes ou bien événements personnellement vécus, c'est-à-dire nos souvenirs à nous, dans un contexte spatial et temporel particulier. Pourquoi s'intéresser à la mémoire épisodique? Eh bien, parce que le processus de stockage des souvenirs dans le système de mémoire à long terme, il est touché précocement dans la maladie d'Alzheimer. Donc, si on a une anomalie au niveau du stockage, ça peut prédire, c'est un biomarqueur clinique de la maladie d'Alzheimer. Alors, revenons à notre test. Donc, le test de 5 mots, il s'agit de faire apprendre aux patients 5 mots appartenant à 5 catégories sémantiques différentes et d'en étudier par la suite le rappel. La procédure comprend une phase de contrôle de l'encodage en suscitant chez le patient des stratégies efficaces sur la base d'indices sémantiques et une phase de contrôle de la réalisation de ces stratégies lors des phases de rappel. Ce test est basé sur le principe de spécificité d'encodage. La récupération elle est normalement facilitée lorsqu'on fournit au sujet les mêmes indices que ceux utilisés lors de la phase d'encodage. Je sais, il y a trop de mots, il y a trop d'informations, mais vous allez mieux comprendre en observant par la suite et en regardant la vidéo. Alors, lecture en encodage, il suffit de présenter la liste des 5 mots au patient en lui précisant qu'il doit les mémoriser. On doit insister sur ça. Il faut demander au patient de lire chaque mot à haute voix, puis de produire chaque mot en réponse à sa catégorie sémantique. Par exemple, quel était le nom du moyen de transport? Il doit répondre camiona. Quel était le nom du boisson? Il doit répondre limonada. Et non main ou autre chose. Puis par la suite, on va ôter la liste de la vue du patient. Alors, chose qui est très importante, avant de passer à d'autres choses, il faut s'assurer que le patient a bien encodé les 5 mots. C'est-à-dire qu'on a un score qui est égal à 5.
C'est-à-dire qu'on doit vérifier pour chaque question qu'on a la bonne réponse. Si le score il est inférieur à 5, il ne faut pas hésiter à remonter la liste, à indiquer les mots non rappelés, puis effectuer de nouveau un rappel indicé. Cette étape, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une information qui n'a pas été encodée, elle ne va pas être enregistrée et elle ne va pas être stockée. Donc, cette étape d'encodage est une condition indispensable pour pouvoir étudier le rappel des séries des 5 mots. Puis par la suite vient l'étape d'apprentissage. Donc, on va demander au patient de citer les 5 mots. En rappel, donc, libre. Puis, si on a besoin, on peut lui donner des indices si jamais il a oublié des mots. Et le nombre total de bonnes réponses à l'étape d'apprentissage correspond à la somme du score au rappel spontané et du score au rappel avec indice. C'est le score d'apprentissage qui doit être égal à 5. Par la suite, on va faire une tâche interférente non verbale. Donc, comme je viens de vous dire, on peut utiliser le test de l'horloge. Puis enfin, dernière étape, c'est l'étape de mémoire qui est cotée sur 5. Donc, on va demander au patient, après avoir réalisé le test de l'horloge, de nous dire les mots qu'on vient d'apprendre. Donc, ça doit être en rappel spontané. Si les 5 mots sont rappelés, le test il est terminé. C'est bon. Donc, il y a eu un stockage et le patient, il arrive à récupérer ces 5 mots qu'il vient d'apprendre. Sinon, il faut passer au rappel avec indice pour les mots non rappelés. Il faut demander quel était le nom du moyen de transport, quel était le nom du boisson, etc. L'essentiel, le nombre total de bonnes réponses à l'étape de mémoire correspond à la somme du score au rappel spontané et du score au rappel avec indice. C'est le score de mémoire. Donc, pour mieux comprendre ce test-là, on va vous montrer une vidéo. بعد باش نعطيك الاشاره اللي تدل عليهم ويزلنا نحفظوهم يلزمك تخزنهم في بلاصه معينه من بعد باش نسترجعوهم. باهي نبداو. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on s'est présenté à la patiente, puis on a bien expliqué à la patiente la tâche. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va lui faire montrer, lui faire apprendre 5 mots, puis par la suite qu'elle est obligée de les mémoriser. Donc, on va passer à l'étape suivante. كميونة جامع ليمونادة وجرابة عين عودول صحفة كميونة جامع ليمونادة جرابة عين عودول صحفة كميونة ليمونادة حتى مش مشكورة المفيد نحفظهم معي عودة صحفة كميونة جامع ليمونادة جرابة دونك عاودناهم مع بعضنا 3 مرات باش نحاولوا اللي احنا نحفظوهم. باهي من الخمسة كلمات هذوما شنو نعاون الكوجينة؟ شنو هي وسيلة النقل؟ شنو هو المكان؟ شنو هي الحاجة نشوفوها؟ وشنو اسم الحشرة؟ باهي Alors, c'est quoi? Ben, bravo, c'est l'encodage. Donc, on s'est assuré que la patiente a bien encodé ces 5 mots. Elle a répondu donc aux 5 questions posées de façon correcte. Donc, a priori, l'encodage a été bien réalisé. On va passer à quelle étape? Quel score? Très bien, c'est le score d'apprentissage. Donc, la patiente, elle s'est rappelée correctement des 5 mots. Donc, le score de l'apprentissage, il est coté sur quoi? Sur 5. Et il est égal, bravo, 5 sur 5. C'est quoi? C'est la tâche interférente. Et on va demander à la patiente
de nous faire le test de l'horloge. Donc, vous allez tout à l'heure observer ce test-là, puis vous allez avoir des commentaires juste à la fin de cette vidéo. ومن بعد انا مش نعطيك وقت معين باش تحط لي العقرب الصغيره والعقرب الكبيره في بلاصتهم حسب الوقت اللي انا باش نعطيه لك. باهي يعطيك الصحه. صحيت صحيت. حطوا العديده. اي حطوا العديده. يعطيك الصحة. تو باش نحطو نقول عليها 10 درجات. يعطيك الصحة. بارفي. دونك نحب نطمنك من تو التيست هذايا اللي نورمال على 100% كيما شفنا العدد كلهم في بلايصهم، 12 في بلاصتهم و3 في بلاصتهم و6 و9 في بلايصهم، العدد الاخرين كيف في بلايصهم، العقرب الصغيرة في بلاصتها، العقرب الكبيرة في بلاصتها، النقطة في الوسط في بلاصتها. دونك التيست هذايا نسميوها احنا تيست دو لورلوج اللي نورمال ما في حد شك. باهي توا باش نرجعو للكلمات اللي حفظناهم. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'étape de mémorisation, c'est le score de mémoire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va tester est-ce que les anomalies ont été bien stockées ou pas. Et si elles ont été bien stockées, est-ce que le patient ou bien le cerveau du patient est capable d'aller les rechercher et les récupérer? كميونة صحيح جامع جمالة جرادة بارفي. بسم الله ما شاء الله صحاحة كلهم صحاح. شو نقول لك توا معناتها هذايا التيست هذايا يبين لنا اللي ما عندناش اضطرابات في الذاكرة على قصر المدى، معناتها الميموار نسميها الترافاي. دوب ما انت حفظتهم نجم تعاودهم لي ومن بعد نورمالمون راهم يتخزنوا في بلاصة معينة. قلت لك انا رجعهم لي هو المخ مش يمشي يجبدهم من البلاصة اللي تخزنت فيهم. دونك تمت الخزن نتاعهم ونجم ترجعهم اللي احنا نسميوها ريكيبيراسيون. دونك توتي نورمال. دونك نجمو نقولوا احنا على ضوء هذوما لي دو تيست هذوما توتي نورمال. Voilà, c'était le test. On va revenir à notre exposé. Donc, pour résumer le test des 5 mots de Dubois, si on va revenir donc à notre test, en fait, si un score il est inférieur à 5 à l'étape de mémoire, ça peut résulter soit d'un trouble de mémorisation par atteinte des structures temporales internes, tel est le cas de la maladie d'Alzheimer, ou bien un trouble de la récupération des informations qui étaient pourtant bien stockées par difficulté d'activation des stratégies de récupération. Tel était le cas dans les syndromes anxio-dépressifs ou bien dans la démence frontotemporale. Alors, comment faire pour différencier entre les troubles de mémorisation et les troubles de la récupération? Très bien, c'est l'épreuve de l'indissage qui va faire la différence. Et l'amélioration par l'indissage, ça reflète plutôt qu'il y a des troubles de la récupération. C'est a priori contre la maladie d'Alzheimer. Ça ne reflète pas le profil amnésique hippocampique. En cas de profil amnésique hippocampique, le patient n'arrive pas à se rappeler des mots, même avec indice. Je vais vous expliquer encore tout ce qu'on vient de dire en vous donnant 2 exemples. Alors, regardez bien le patient A. C'est un patient qui s'est rappelé lors de l'étape de mémoire uniquement de 2 mots. Ou en lui donnant l'indice, il s'est rappelé des 3 mots manquants. Donc, il y a une amélioration avec l'indissage. Est-ce que ce patient présente un profil hippocampique? Très bien, ce patient ne présente pas un profil hippocampique. Par contre, le patient P, c'est un patient qui nous a donné uniquement 2 mots en rappel libre et même avec indissage, il ne s'est pas rappelé des 3 mots manquants. Donc, ces mots n'ont pas été stockés. Il y a une anomalie au niveau du stockage. Voilà, c'est le profil typique du patient qui présente donc une amnésie de type hippocampique. Ce patient, a priori, il a une maladie d'Alzheimer.
Autre chose qui nous oriente vers le profil hippocampique, c'est la présence d'intrusions. Alors, c'est quoi les intrusions? C'est un patient qui va nous répondre, au lieu de nous dire camionnette, camiona, il va nous dire donc des mots dans le même champ lexical, c'est-à-dire il va citer d'autres moyens de transport, à savoir voiture, vélo, et la présence d'intrusions, elle plaide en faveur d'un profil hippocampique, elle plaide en faveur de diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors, le score global du score du test de 5 mots doit être la somme du score d'apprentissage plus le score de mémoire et il est coté à 10. Tout score qui est inférieur à 10 peut être considéré comme étant suspect et doit inviter à un bilan plus approfondi. Alors, on a vu dans la vidéo le test de l'horloge. Donc, on peut l'utiliser comme étant une tâche interférente. On va demander au patient, voici le cadran d'une horloge. J'attends que vous le complétiez. Marquez les nombres qui indiquent les heures. Après que le patient ait placé les nombres, quand vous avez vu, on va lui demander de dessiner les aiguilles marquant 10h10. Comment l'interpréter? La cotation, elle est faite sur 7. Il faut compter un point si les nombres sont présents. Incorrect s'il manque un nombre ou bien plus, et s'il y a des nombres superflus ou qui ne sont pas dans leur place. Un point si les nombres sont dans le bon ordre, les nombres doivent être en position croissante, ils peuvent ne pas atteindre 12. Un point si la position elle est correcte, il faut diviser mentalement l'horloge en 4 cadrans contenant 3 nombres chacun et les nombres doivent être disposés dans le bon cadran. Un point si les aiguilles sont présentes. Si le patient fait des traits ou bien des cercles, c'est incorrect. Un point si l'heure elle est mise, si l'heure donc elle est indiquée sur 10. Un point si les minutes sont indiquées sur 10 minutes. Et un point si les aiguilles sont dans des proportions correctes. Le test il est considéré comme pathologique si l'une de ces conditions n'est pas respectée. Alors, en dernier lieu, on va voir l'IADL. C'est une échelle qui va évaluer le retentissement sur les activités de la vie quotidienne. Cette échelle, elle est très très importante. Pourquoi? Parce qu'on ne parle de syndrome démentiel qu'en présence d'un retentissement sur les activités de la vie quotidienne. Je me répète, donc si un patient il présente des troubles neurocognitifs, on a le droit de parler de syndrome démentiel ou bien de troubles neurocognitifs majeurs qu'en présence de retentissement sur les activités de la vie quotidienne. Cette échelle se base sur 4 questions. On va évaluer la capacité du patient à utiliser tout seul, de façon autonome, le téléphone, les moyens de transport, les médicaments et son argent. Et pour s'assurer qu'il arrive à effectuer ses activités de la vie quotidienne de façon autonome, on peut demander donc ces questions, que ce soit au malade, que ce soit à sa famille ou même à ses amis. Donc, pour conclure, devant tout trouble des fonctions cognitives, il faut réaliser un examen neuropsychologique complet, y compris un bilan neuropsychologique. L'interprétation du bilan neuropsychologique nous aide à différencier entre des troubles neurocognitifs, entre deux parenthèses normaux, liés au vieillissement cérébral, des troubles neurocognitifs révélateurs ou bien inaugurateurs d'une pathologie donnée. J'insiste, ce n'est qu'un bilan de débrouillage, au moindre doute, il faut compléter par un bilan plus approfondi, il faut adresser le patient à un spécialiste. Tel était donc tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.